Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est là aujourd'hui pour vous faire un numéro Back Issues, donc c'est votre format revue de comics avec des sorties plus ou moins récentes, et là on est vraiment dans un numéro VF pour aborder certaines des dernières sorties qui nous ont plu du côté de nos éditeurs français préférés. Et bien entendu, pour m'accompagner, je ne suis pas seul, bah non, sinon ça ne servira à rien. Il faut toujours quelqu'un pour parler des comics à ma place, puisque je ne les lis pas, bien entendu. En tout cas, c'est ce qu'essaye de vous faire croire Corentin, qui est mon fidèle compagnon sur First Print. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Toi Ça va, ça va. Oui. Ça va très bien. Ça va, Père Fouras? Ça va très bien. En effet, tu fais des références à une précédente, à un enregistrement que personne n'écoutera, sauf si je le mets peut-être en bonus quelque part, mais non, parce qu'il faut des bonus de qualité. Donc, on fera autre chose. Allez. J'ai envie de Non, dire. moi, je suis d'accord. Par contre, on va parler comics avec toi, Corentin. Ah. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Oh. Même si tu n'as pas mis ta plus belle robe de soirée, ce n'est pas grave. Nous allons parler de Marvel, nous allons parler d'horreur à l'ancienne, nous allons parler de vampires avec les dents longues, nous allons parler du tombeau de Dracula qui est ressorti en format omnibus chez Panini Comics. Un gros bouquin énorme avec 30 numéros à l'intérieur. 700 pages, 70 € dans tous les commerces. Mais j'ai envie de dire, Corentin, présente-nous. 70 €, wesh. Wow. C'est le prix des omnibus, c'est la tarification. Donc, après, il faut voir l'objet en question. Bien les services presse. C'est un gros putain de pavé que vous pouvez aussi utiliser certainement pour caler. Alors, je vais dire caler une porte, mais vu la taille du truc, c'est plutôt pour en pied de lit si jamais t'as ton truc qui a cassé. Enfin bref, le tombeau de Dracula, Tomb of Dracula en anglais. Qu'est-ce que c'est? Présentons un petit peu ce monument de l'histoire des comics Marvel, quand à l'époque il fallait publier des trucs d'horreur pour aller faire la nique au Comics Code Authority. Yeah, motherfucker. Une partie de l'histoire a déjà été racontée dans la critique, mais pour aller vite, donc effectivement, comme tu en parles, le Comics Code Authority, qui était notoirement un organe d'autocensure mis en place par les éditeurs suite aux pressions en fait exercées par le pouvoir et les différents censeurs un peu bigots, un peu conservateurs des États-Unis dans les années 50. Et les comics d'horreur étaient l'une des cibles en fait privilégiées de. Ce qui a, tout à fait, ce qui a conduit à la fin de l'éditeur EC Comics, tout à fait, qui était spécialisé là-dedans. Et tout le monde a en tête l'image de la tête de la meuf voilà, j'arrive pas à parler, la tête de la femme coupée, tu sais, qui avait été prise en exemple. Et effectivement, les comics avaient un petit peu essayé de circuler un peu loin de l'horreur pendant un long moment. Il y avait des super vilains qui étaient plus fantasques et peu de monstres finalement. Et puis, quand Marvel a été approché par un organisme de prévention pour écrire une histoire sur le thème de la drogue, donc dans l'idée d'expliquer aux jeunes que la drogue c'était dangereux, que c'était mal, etc., Stan Lee avait écrit un arc de 3 numéros sur Spider-Man et le Comics Code Authority avait refusé de le publier en soi-disant qu'on n'entre pas la drogue même pour la combattre. Stan Lee trouvait ça ridicule et il avait raison, et il a décidé du coup de publier le numéro sans le petit label approuvé by the Comics Code Authority, ce qui a été en fait le premier clou dans le cercueil du Comics Code, puisqu'à partir de là effectivement le Bronze Age a commencé, en fait, ce qu'on appelle le Bronze Age. Donc c'est ce moment où justement les comics s'autorisent à parler de violence, parler de mort, à parler de satire sociale et de critiques politiques actées. Alors nous, évidemment, quand on pense au Bronze Age, on pense forcément à tous ces grands chefs-d'œuvre, Green Lantern, Green Arrow, on pense à toutes ces histoires qui vont avoir lieu, les New Teen Titans, etc., et qui vont aborder des sujets assez profonds, assez sociaux, le Daredevil de Miller aussi, avec la mort d'Electra et tout. Mais il y a aussi en fait un contre-coup bêtement thématique, qui est que maintenant que le Comics Code commence à être fissuré, on peut refaire des histoires de monstres. Et ça tombe bien, puisque les années 70, enfin la transition entre les années 60 et les années 70, sont aussi un moment où l'imaginaire américain va un peu se redessiner vers les monstres de série B. Ouais, à l'époque, il y a ce qu'on appelle les Midnight Movies, les séances du soir. Il y a encore les matinées aussi qui se font. Ce sont les séances du dimanche qui passent de vieux films d'horreur, etc. Il y a toute la saga des vampires, enfin du Dracula de Christopher Lee, qui a eu un énorme succès populaire à ce moment-là. La Hammer, donc fameux studio qui a reproposé beaucoup de personnages du catalogue Universal, mais en Angleterre, qui du coup a inventé beaucoup de monstres classiques, qui est encore en activité, qui continue à marcher. Donc en 71, Roy Thomas invente Morbius, qui est le premier un petit peu vampire de l'univers Marvel, mais qui est un vampire super-héros, super méchant, qui est plus une sorte de mutant en fait, en reprenant l'idée que Spider-Man mute avec l'araignée, Morbius, enfin John Morbius,
je crois que c'est John, ouais, mute avec l'ADN de chauve-souris, voilà, qui du coup ne chope pas le coronavirus à l'époque. Ensuite, du coup, on évolue vers le Man-Thing aussi. Ouais, j'ai vu. Man-Thing aussi, mais je l'ai mis dans la news. Je crois que t'allais me dire pas drôle, rigolo, etc. T'as Man-Thing aussi, donc, qui est créé à ce moment-là. T'as toute une série de personnages, en fait, le Werewolf by Night, qui va aussi apparaître, donc qui est un loup-garou, hein, évidemment. Et puis, pendant que du coup se continue un petit peu l'exploitation du film de vampire, du film de Dracula, il y a un film qui s'appelle Dracula 1972 AD, qui est donc un film qui, encore une fois, fait intervenir Christopher Lee, mais qui décale un petit peu le propos par rapport au style très gothique des adaptations précédentes, où en l'occurrence, la Dracula est dans le monde contemporain et va cavaler après un groupe de hippies dont il espère sucer le sang. Et parmi ces hippies-là, il y a l'un des héritiers de Abraham Van Helsing, le fameux chasseur de vampires du roman de Bram Stoker. C'est un peu ce qui va poser une sorte d'école dans la série B, justement, dans le côté un peu nanar de comment on approche le vampire comme un truc d'action, etc. Qui va être repris après. Enfin, il y aura des Eric Van Helsing, il y aura des Vanessa Van Helsing récemment, la série sur Sci-Fi. Tout ce côté un petit peu héritier, héritage et compagnie. Et probablement qu'ils le savaient, mais à ce moment-là, en fait, Marvel met en scène en fait une nouvelle série, donc Le Tombeau de Dracula, qui profite aussi du fait que le personnage de Bram Stoker est rentré dans le domaine public, donc ils peuvent se le permettre sans payer de droits de licence, et parce que Werewolf by Night est arrivé quelques mois avant et marchait très bien. Où on compare déjà sur un truc assez gothique. Alors il y a plein de créateurs qui sont relayés, des grands noms hein, d'ailleurs, parce que tu as eu Jerry Conway, Gardner Fox, Marv Wolfman plus tard, et j'en oublie un qui était très bien aussi, mais qui a pas fait un très bon numéro. Ça ne me reviendra pas, c'est pas grave. Donc au départ en fait quand Conway le crée, lui il crée un truc très gothique, justement très vampire à la Stoker avec la Transylvanie, etc. Et en fait Marvel n'est pas très content, donc il le vire directement en disant nous ce qu'on veut c'est un truc qui fasse plus Hammer, qui fasse plus Londres contemporain. Et petit à petit en fait au bout de 12 numéros on va dire d'histoire où on change de main, etc. On finit par construire une nouvelle mythologie qui du coup ressemble vachement à ce qui se fait au niveau du cinéma à ce moment-là. C'est un Dracula moderne, un Dracula qui est plus mis en avant en tant que protagoniste, qui est plus juste une figure monstrueuse en arrière-plan qui bute les héros. Là, vraiment, il y a les héros d'une très secondaire. Il y a l'héritière de Van Helsing, Rachel. Il y a l'héritier de Dracula. Alors, on ne saura jamais vraiment trop comment est-ce qu'il a eu cet héritier. C'est pas Alucard Non, c'est pas Alucard. Pour le coup, c'est vrai qu'ils sont un peu épargnés. Le coup des Alucard, qui est aussi un très gros poncif qu'on voit dans Helsing, qu'on voit dans BlazBlue. Le coup des Alucard, qui sont des vampires, en fait, les héritiers de Dracula. Et puis dans Castlevania. Et puis dans Castlevania, effectivement, mais bon, c'est pas. Voilà. C'est un truc très japonais d'ailleurs, ça, en fait, finalement. Le coup du Alucard, qui est presque une sorte de personnage fictif spin-off qui a été développé ensuite. Donc, Alucard, c'est un Dracula à l'envers, hein, pour ceux qui se réveillent. Je viens de me réveiller, tiens. Ah bah tiens, bravo, j'en vois un petit peu. Hein. J'avais fait gaffe. C'est vrai ? Ouais. Non. Si, Mec, Alucard, Dracula. Wow. Ok, d'accord, moi c'est pas grave, Batman. Voilà, tu te voilà instruit. Tout à fait. Pareil, il y a l'héritier de Jonathan Harker, Quincy Harker, etc. Donc bon. Grosso modo, la série va évoluer un petit peu en posant un truc qui va devenir après une sorte de référence. C'est l'équipe de chasseurs de vampires, un petit peu à la Buffy, avec le vieux, la nana, le mec, qui ont tous un arsenal assez compliqué. C'est aussi un petit peu l'anticipation des films comme Van Helsing, tu vois, le côté justement, on prend des trucs très littéraires, très écrits, très gothiques, très effrayants, et on en fait une série d'actions à coups de gadgets, à coups de rencontres perpétuelles, de décors qui changent. Enfin, c'est une série ABC avant l'heure, hein. Sauf que c'est magnifique à regarder parce que c'est Gene Colan qui opère au dessin dès le numéro 1, qui fera les 70 numéros de la série. Parce que c'est la plus longue des séries de monstres de Marvel, c'est même l'une des séries les plus longues avec un antagoniste dans le rôle titre, ouais. Okay. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça ? Ah oui, et évidemment, de la même façon qu'on se souvient beaucoup du Werewolf by Night, donc ça s'appelle la nuit du loup-garou en français, parce que c'est là que Moon Knight est apparu, dans la série Le Tombeau de Dracula, c'est là que Blade est apparu, qui à l'époque n'est pas encore un demi-vampire, comme ce sera le cas plus tard, qui est juste un homme dont la mère était enceinte de lui, la mère se morte par un vampire, et elle accouche, et meurt en couche. Donc Blade, comme on me l'a effectivement fait remarquer, n'est pas un afro-américain au départ, mais un afro-britannique, et justement c'est aussi un témoin d'une autre tendance des années 70, enfin du début des années 70, qui est la blaxploitation. La blaxploitation, effectivement, et même lui-même fait une référence à ça, parce qu'à un moment donné on lui dit qui êtes-vous, et il fait je ne suis pas John Shaft, tu vois, donc Shaft qui est un petit peu le Superman des héros de blaxploitation, on va dire, tout en sens où c'est pas forcément le premier, mais c'est le plus important, c'est lui qui a lancé un peu la mode, etc. Donc on a vraiment ce croisement-là, on a aussi un peu d'orientalisme qui vient, on a une sorte de Fu Manchu qui arrive à un moment donné,
On a un truc un peu plus George Romero avec des commandos militaires, etc. On a des créatures qui vont commencer à apparaître et à se développer dans l'ombre de Dracula, qui Donc il y a un gros bestiaire. c'est ça, comme la She-Demon, qui en fait commence à être, si tu veux, des espèces de créatures, un petit peu comme quand Len Wein a créé Swamp Thing, en fait, où au départ ça part comme un truc vraiment très inspiré par la littérature, le gothique, les films d'horreur des années 50. Et puis plus tu avances, plus des personnages commencent à jaillir, à avoir des interactions entre eux, et en fait se crée une ligne parallèle qui est la ligne Dark, entre guillemets, mais de Marvel cette fois-ci. Même si, en l'occurrence, c'est quand même très Dracula-centrique. C'est-à-dire que c'est vraiment Dracula qui, d'ailleurs, répète tout le temps qu'il est Dracula, parce que un truc qu'il faut dire, c'est que ça a quand même beaucoup vieilli au niveau du texte. C'est pas fait pour être lu en omnibus, c'est des trucs qui étaient publiés de manière feuilletonnante, de mois en mois. Il fallait que le lecteur, du coup, retrouve à chaque fois ses marques à chaque numéro, donc on devait répéter. C'est-à-dire que l'omnibus est là vraiment pour collecter un peu une sorte d'intégral, parce que c'est vraiment ce genre d'objets un peu patrimoniaux. Mais à l'époque de publication, le TPB, c'était pas une norme non plus. Voilà, c'est donc ça. voilà, c'était pas pensé pour pas vraiment être... dark. Voilà. Chaque numéro est une aventure, chaque numéro a sa vérité. Il y a une continuité et qui, pour le coup, est... Alors, il y a des incohérences, mais c'est une série qui s'est construite beaucoup aussi en passant de main en main. Donc, évidemment, il y a plein de trucs qui déconnent au bout d'un moment. Mais quand Wolfman récupère, c'est encore un jeune Wolfman qui n'a pas fait Crisis, qui est encore un mec qui est tout approuvé et qui finalement fait un travail d'assez longue haleine pour construire justement cet univers. Donner du corps à Dracula, qui passe d'un immonde enfoiré très monstrueux et justement, tu sais, très effrayant, un petit peu comme dans le clip de Michael Jackson, tu sais, avec les yeux rouges de vampire, etc. Ouais. Ce côté vraiment de ces très vieux films d'horreur, très stylisés, très esthétiques, ça marche à mort avec le style de Gene Colan. Et puis peu à peu, on va lui inventer des amourettes, un passé, etc., qui fait qu'il devient plus intéressant, il a plus de corps. Et on voit Wolfman qui bosse son écriture, en fait, dans le temps, parce que 30 numéros, c'est quand même quasiment 3 ans de travail. Donc voilà, évidemment, comme tu disais, c'est donc de la lecture de patrimoine, c'est pas recommandé à tout le monde. Évidemment, ça ne se lit pas d'une traite comme on lirait un Watchmen ou un truc qui justement a un début et une fin. Là, c'est vraiment un truc qu'il faut lire, il faut le feuilleter de temps en temps, lire un numéro par-ci par-là. Mais c'est bien que ça existe parce que ça rappelle en fait d'où viennent les comics, ça rappelle effectivement ce grand moment de transition qui était le début de la mort du Comics Code Authority. Quand nous on parle de la mode des films de monstres, des comics de monstres et compagnie, les gens voient pas forcément parce qu'effectivement Morbius est connu, mais le loup-garou, enfin il est un peu tombé en désuétude. Dracula, il y a plein de gens qui savent même pas que Dracula est un personnage de Marvel, quoi qu'il ait été réutilisé dans quelques séries vraiment très secondaires depuis, comme Deadpool Dracula, je crois, ou des conneries comme ça. Donc effectivement c'est assez intéressant et surtout c'est très beau. Vraiment c'est super beau. On peut voir aussi d'ailleurs comment le style de Gene Colan va évoluer à mesure que Wolfman s'approprie la série et que les deux vont devenir de très bons amis et devenir très fusionnels au point de vue de la mise en scène, puisque les débuts ressemblent vraiment à un storyboard de film d'horreur rétro, quoi. Même les couleurs font très giallo, tu sais, c'est des plages de jaune projetées, des plages de bleu projetées. Dracula lui-même est tout bleu. Il y a un vrai jeu sur les visages, qui évidemment est un constitutif de l'horreur traditionnelle, les expressions, les visages déformés. Et c'est assez dingue de voir justement comment Colan, je pense notamment au numéro 2 de la série, où en fait la nana du héros se fait vampiriser. Et donc évidemment, Colan est quand même connu pour dessiner des personnages féminins très 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 beaux, quoi. Enfin, c'est une teinte très élégante avec des jambes interminables, etc. Et des beaux cheveux, une belle masse de cheveux. Tu étais sous le charme. Non mais c'est bien dessiné, tu vois, cette espèce de ligne claire à l'ancienne qu'on aime bien, tu vois, et comme John Romita Senior, etc. C'est des mecs qui savent vraiment bien dessiner sur des aplats, etc. Et en l'occurrence, il suffit qu'il lui file 2 crocs et un regard un peu menaçant, et tout de suite ça devient un monstre, tu vois. Tout de suite tu t'identifies vraiment la transition qu'elle a vécue et tout. Donc il y a vraiment plein de détails comme ça qui sont assez bien ficelés. J'ai parlé de Blade, mais il y a aussi le personnage de Taj, qui est donc le bras droit indien de Rachel Van Helsing. C'est pareil, c'était mine de rien assez rare aussi à l'époque d'avoir des personnages comme ça indiens. Bon, en l'occurrence, il est muet et au départ, il est très secondaire et c'est un petit peu, tu sais, le domestique oriental justement de l'héroïne qui a beaucoup baroudé, comme on a déjà vu dans beaucoup d'autres séries. Mais au fur et à mesure, lui aussi aura droit à une évolution. Il aura droit à des arcs dédiés. On va creuser un peu son histoire. Donc un petit peu, voilà, vraiment, je comparerais ça à Buffy parce que c'est un vampire, parce que c'est une série de vampires, pardon. Mais il y a vraiment ce côté, effectivement, les personnages secondaires ont une importance. Les vilains sont travaillés dans le temps, et même si effectivement l'écriture a beaucoup vieilli, c'est très poussiéreux aujourd'hui, il y a quand même des trucs qui vont devenir des archétypes utiles et récupérés en fiction. À l'époque, c'était pas si commun d'avoir la fille de Van Helsing, c'était pas si commun non plus d'avoir un Dracula un peu romantique, parce que par moments il est romantique. Pour beaucoup de gens, il faudra attendre Coppola pour ça. Et quelque part, c'est l'une des très longues séries sur Dracula. Pas que en BD, mais même en général, tu vois, parce que c'est vrai que les films de Christopher Lee ont duré longtemps, mais ça reste quand même des aventures très compartimentées. Donc c'est plutôt agréable, et pour tous ceux qui sont justement des grands férus de l'œuvre de Bram Stoker ou des grands férus de l'étude du vampire, ça a ce petit charme de l'ancien, cette espèce de petite noblesse très dessinée, très écrite,
qui est vraiment agréable à retrouver. Maintenant, effectivement, encore une fois, je pense que les gens savent dans quoi ils s'engouffrent, mais vu le prix et la longueur, faut quand même savoir qu'on compte le lire dans le temps. Parce que si vous le lisez d'une traite, ça va vous assommer un peu, et il y a des trucs qu'on lit parce que c'est de l'histoire, d'autres trucs qu'on lit parce que c'est agréable à lire. Là, en l'occurrence, c'est agréable à lire. Mais c'est vraiment pour les fans de ce style feuilletonnant, un petit peu comme les mecs qui lisent les intégrales de Marvel publiées par année, tu vois, avec les papiers glacés, etc. Là, c'est dans le même genre d'idée. C'est-à-dire que tu lis ça pour avoir un aperçu, une vue de l'art un petit peu. Ouais, c'est ça, et connaître un peu ton historique. Exactement. Ouais. Donc, ok, très bien. Même pour Wolfman, qui est quand même un grand auteur, c'est agréable de voir par où il a commencé. Quoi. Ouais. Eh bien, merci Corentin. Donc voilà, le tombeau de Dracula est disponible chez Panini Comics. On va faire un petit tour. On va vraiment alterner entre on va dire les Big Two et l'indé. Et du coup, là, on était sur du comics de patrimoine chez Marvel. Là, on va aller dans un côté complètement différent sur de l'indé, encore plus indé que l'indé, avec Wovable Oath de Ed Luce, qui est publié chez Comics Initiative. Donc Comics Initiative, qui est un éditeur indépendant français qui est là depuis maintenant 3-4 ans et qui a un modèle en fait de publication assez particulier, puisque l'ensemble de leurs projets en fait sont financés par financement participatif, sont toujours soumis à des campagnes de financement donc sur Ulule, et en fait ils alternent beaucoup entre soit des œuvres méconnues d'auteurs très connus, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les petits projets de Jeff Lemire, de Garth Ennis, de ce genre d'auteurs, voilà. D'Alan Moore aussi, effectivement. Ils font aussi de la création, enfin de l'édition de comics, là aussi de patrimoine, en allant rechercher les œuvres de Jack Kirby, en allant éditer l'anthologie Women's Comics, et sinon en fait ils font aussi des petits projets indés, vraiment indé en fait, et donc là c'est vraiment ça, c'est un truc qui a été publié en VO chez Fantagraphics, ça s'appelle Wovable Oath, et grosso modo, alors c'est Corentin qui va mieux nous expliquer le pitch, mais en gros c'est un monsieur qui s'appelle Oath, qui est en fait qui a une tête un petit peu patibulaire, qui a pas l'air très gentil, et pourtant en fait c'est un gros nounours, c'est une montagne de muscles et de poils qui vit entouré de plein de chats, qui fait de la muscu et qui sont pas très très bons, et en même temps qui recherche l'amour, qui évolue dans un univers décalé, avec voilà, avec du rock metal, qui vit ces histoires dans un humour déjanté, absurde, avec des visions parfois complètement hallucinées. C'est très particulier, mais Corentin va nous dire pourquoi c'est quand même vachement bien. Je sais pas si je dirais que c'est vachement bien. En fait, c'est. Si tu vas le dire, regarde. C'est vachement bien. Voilà, je le savais. Tu m'as hypnotisé. Bah oui. Non, mais en fait, c'est très particulier. Effectivement, c'est compliqué d'en parler. C'est vraiment un trip, Wovable Oath. Alors, c'est édité par Fantagraphics, mais il me semble même que c'est un bloc BD au départ, parce que ça a vraiment tout un truc qui n'a pas été contrôlé par personne au niveau de l'éditorial. Grosso modo, en fait, ça commence comme une sorte de série un petit peu tranche de vie, mais sous LSD, où en fait, on voit effectivement ce personnage qui est patibulaire et qui fabrique des peluches basées sur, fourrées avec ses poils, et qui peut se faire pousser les poils à l'envie en se concentrant. Donc c'est déjà assez délirant. Il y a un petit côté Bobo, le manga japonais, vous connaissez peut-être, avec le mec qui est tout afro et qui a des poils d'essai extrêmement longs. Tu connais pas? Non. Bon bah voilà, je ferai découvrir un jour. Ça marche. Et qui est effectivement très, très amoureux de ses chats, et il se trouve qu'il est gay. Et qu'il a une vie sentimentale un peu tumultueuse, puisqu'il cherche tout le temps à trouver un petit peu un mec. Ça se passe pas toujours très bien parce qu'il a un physique assez particulier. C'est-à-dire que quand il arrive vers les gens, même si c'est pour leur faire un câlin, les gens ont peur de lui puisqu'il fait peur. Voilà. En fait, ça étudie l'archétype du bear, qui est un truc. J'avais découvert ça en faisant des recherches dessus. Enfin, sur le bouquin, pas sur ma sexualité. En fait, qui est un archétype d'homme gay, on va dire, qui est justement cette espèce d'homme gay assez massif, un peu ventru, assez poilu, et qui en fait, du coup. Alors, je sais pas vraiment comment ça s'est formé, mais dans l'imaginaire collectif, un petit peu comme chez les hétéro-blaireaux, on parle de cagole, tu vois, par exemple, ce qui est un terme pas forcément très heureux pour désigner un certain type de femme. On va dire, grosso modo, que c'est un peu la même chose dans la communauté gay, apparemment. Je dis ça, je ne connais pas forcément, mais c'est ce que j'ai trouvé sur les critiques qui en parlent. C'est justement une analyse d'un archétype, en fait, sexuel. Ou genré, grosso modo. Et donc, ce qui est effectivement intéressant, c'est cette espèce de paradoxe entre cette espèce de grosse figure assez monstrueuse et son caractère qui est très doux, très câlin, très velu. Il y a donc plein de storylines, il y a beaucoup de personnages, c'est assez barré. En fait, tu vois différents
différents mecs qui vont à la salle, différents espèces de parangons de virilité, mais qui à côté de ça justement aiment toujours avoir des mecs qui sont plus petits qu'eux et plus chétifs qu'eux et qui quelque part sont mieux composés, sont mieux organisés dans leur vie qu'eux, tu vois. Donc on évolue à travers différents profils en voyant si le oaf va trouver l'amour. Évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que voilà, c'est la vraie vie. Ça a souvent été comparé à Scott Pilgrim. Moi, je comparerais peut-être plus ça au BD de Kitchen Sink, un petit peu comme Women's Comics quelque part. Tu vois, justement, ces espèces d'anthologies un peu satiristes où ces BD vraiment à la Crumb qui sont complètement barjots, qui partent dans toutes les directions, en noir et blanc aussi, avec un dessin qui est très particulier. Enfin, c'est un dessin qui est à la fois cartoon, mais qui est à la fois justement fait très dessin de presse. Et qui parfois même peut être très généreux. Enfin, notamment le oaf a un chat qui a des visions en fait psychopathologiques où en fait il imagine un monstre horrible où tout le monde se mange entre eux et le pauvre chat est très anxieux par rapport à la vie. Ouais. Et même en fait il y a toute une storyline. Et ces visions-là sont complètement tarées d'un point de vue graphique. Je l'ai regardé effectivement. Ouais. Et il y a toute une storyline par rapport au chat en fait, parce que comme il a beaucoup de chats, il a un ami qui tient une garderie de chats. C'est son papa. Ouais, c'est ça, voilà. Et justement, en fait, les chats, ils se font des duels entre eux, il y a des clans, etc. Ils ont des rivalités, et sans parler, en fait, ils construisent une sorte de langage rien qu'à eux. Donc, encore une fois, comme tu dis, c'est de l'indé, c'est-à-dire que nous, quand on pense indé, on pense Image Comics, on pense Brian K. Vaughan, on pense des mecs qui construisent des aventures hors super-héros. Mais là, on est vraiment dans de l'indé très, très de niche. C'est un produit de niche, de toute façon, Movable Oath, et je pense pas que ça aurait été rentable sans le crowdfunding qu'a organisé Comics Initiative. Comics Initiative. Parce que voilà, c'est un produit qui va parler à une certaine catégorie de lecteurs. Putain, j'arrive plus à parler. Il se trouve que moi j'aime bien parce que j'aime bien justement tout ce qui est bizarre. Mais là, je vous en parle, vous vous dites, ça a l'air vachement bien et tout. Vraiment, c'est un trip, il faut rentrer dedans. Il faut feuilleter-le, voyez si ça vous parle. Mais si ça vous parle pas, ça vous parlera jamais. Parce que il y a une évolution et en fait, plus ça évolue, plus ça va vers le bizarre. C'est-à-dire que c'est généralement assez tendre, c'est généralement assez fleur bleue même, mais quand il y a des passages chelous, c'est vraiment chelou. Et donc, il faut vraiment adhérer au délire. C'est beaucoup plus bizarre que Scott Pilgrim, pour le coup, qui a quand même des référents rock plus accessibles ou des référents jeux vidéo perméables ou manga. C'est plus grand public, c'est sûr. Voilà, là c'est vraiment c'est un trip qui sortirait d'un... C'est comme si un personnage secondaire de Rick and Morty faisait un cauchemar éveillé, tu vois. C'est vraiment chelou. Mais encore une fois, voilà, il y a plein de gens qui aiment bien, au-delà des fans de comics, plein de gens qui aiment bien la BD concept, qui aiment bien la BD délire, etc. Genre, je pense par exemple aux fans de Bastien Vives qui aiment bien suivre un gamin avec une bite énorme qui couche avec sa sœur, tu vois. Bah, il y a tous les publics, je ne te jette pas la pierre, Nokiko. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de BD un peu starbé, et pour le coup, c'est vraiment starbé. Donc, si vous avez l'envie de découvrir un produit vraiment à part, encore une fois, l'édition est magnifique. Ouais, parce que ça fait vraiment ces grands livres, c'est pas un format comics habituel, c'est du grand format, c'est donc avec un très beau, c'est cartonné avec un papier assez épais, et du coup, ça fait, c'est l'album type graphic novel, enfin, vraiment gros album de BD indé que tu peux trouver chez des éditeurs qui font un peu de, je sais pas, comme Futuropolis ou Monsieur Toussaint l'ouverture, du coup, qui publient des travaux qui viennent des États-Unis, mais qui n'ont pas du tout la gueule d'un truc qui vient d'Amérique. Tu vois, quand tu le vois, c'est pas forcément typé américain comme d'apparence. Pas du tout. Mais du coup, il serait même. Enfin, moi, j'avoue que du coup, j'ai pas tous les référents culturels qui convoquent vis-à-vis justement de la communauté gay ou des rapports nord-américains. Je crois que c'est un Canadien qui fait ça. Mais justement, dans ces espèces un petit peu de cercles qui présentent nord-américain. Ok. Donc, il serait intéressant d'avoir justement l'avis peut-être de lecteurs qui sont plus concernés par ces sujets-là. Peut-être que du coup, moi, je passe à côté de certaines choses, mais en tout cas, je trouve ça assez agréable. Bon, c'est mon côté fan de chat aussi. C'est agréable et franchement, c'est tellement à part que forcément, c'est intéressant. Et en tout cas, c'est super original. Quelque part, c'est assez couillu de la part de Comics Initiative d'aller récupérer un projet comme ça, parce que c'est pas du tout dans leur lectorat cible a priori. Et finalement, ça arrive en France et on est content. Ce truc est un petit big up à Benjamin Viette qui s'est occupé de la traduction, parce que ça a l'air d'être... Enfin, c'est un univers, tu vois, c'est pas que de la traduction où tu... Il y a vraiment un langage qui est développé. Il y a un langage, il y a des noms qu'il faut adapter, il y a pas mal de blagues en fait, avec justement des référents culturels américains que tu dois transposer pour la VF, parce que sinon c'est pas possible. Et ce qui permet notamment à Benjamin de signer un peu un postface où il explique un peu sa démarche et d'expliquer ses choix de traduction et tout ça. Donc je trouve que c'est aussi bien intéressant d'avoir cette approche et ce regard, pour comprendre un peu comment ça marche, parce que c'est pas là il y a, enfin j'imagine que le travail qu'il a dû fournir, ça devait être pas un casse-tête non plus, mais ça a dû demander plus de temps que pour traduire une BD normale de super-héros par exemple, quoi, tu vois.
Complètement. Et donc voilà, donc c'est un gros album cartonné. Alors pour la disponibilité, je pense que c'est mieux que vous vous renseigniez auprès de Comics Initiative, parce que je me rappelle plus si il a été envoyé donc à ceux qui avaient contribué sur Ulule, mais par rapport à la sortie librairie, vu qu'il y a tout ce truc de reconfinement et de sortie, je me demande s'il fait pas partie des titres qui auraient été un petit peu décalés. En tout cas, ce sera disponible chez eux dans tous les cas. Ce sera pour le prix de 35 €, donc pour ce gros album avec lequel vous pouvez vous muscler les bras aussi. Comme le off. Exactement comme ça. Vous pouvez, voilà. Alors moi, je peux pas encore me faire pousser les poils comme le monsieur, mais au moins, je peux essayer d'avoir sa corpulence. Et ce sera déjà une belle transformation d'ici là, hein, putain. On continue sans transition avec de l'indé. Alors de l'indé encore, de l'indé chez Glénat Comics, qui nous sort un album qui s'appelle Coda Omnibus. Alors Omnibus, c'est pas autant un omnibus que par exemple le Tombeau de Dracula, mais c'est un omnibus dans le sens que ça contient l'intégralité de cette maxi-série de 12 numéros publiée aux États-Unis chez Boom Studios. C'est un récit de fantasy écrit par Simon Spurrier et illustré par Mathias Bergara, fantastique artiste notamment qu'on avait pu voir sur la récente série John Constantine Hellblazer, mais aussi sur les Omega Men de Tom King. Il fut un temps qui avait déjà fait pas mal de prouesses graphiques. Mais c'est un style qui n'a rien à voir là. Oui, c'est une approche très différente, très fin dans le dessin, c'est un trait qui est hyper fin. Et alors bon, on va plutôt d'abord vous dire un peu de quoi ça parle. Grosso modo, donc un titre de fantasy avec un héros qui n'a pas vraiment de nom, qui s'appelle en gros, parce qu'il aime pas dire son prénom, et du coup on va l'appeler et en fait il est dans une quête, c'est-à-dire que de ce qu'on comprend, sa chérie, elle est prisonnière, elle est faite prisonnière d'un mal, et lui doit en fait accomplir différents objectifs pour pouvoir la délivrer. C'est sur fond un petit peu de quête en fait pour un artefact Licor, en fait, puisque c'est dans un monde de fantasy où la magie a disparu, c'est-à-dire qu'il y en a encore quelques petites traces qui restent, et en fait c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un peu le pétrole de ce monde-là, où le fait est que vu que la magie a disparu, ça a conduit à plein d'abominations un peu sur Terre, beaucoup de créatures magiques dans le sens un peu doux du terme sont devenus des monstres. Les dragons par exemple ne peuvent plus, même s'ils sont immortels en fait, n'ont plus de corps, et donc par exemple vraiment la scène d'introduction Ils peuvent plus voler. Ils peuvent, surtout que la scène d'introduction ça se passe littéralement dans un squelette de dragon. Alors le dragon est toujours vivant et il parle du coup et il lui dit il a pas l'air content. Il est pas content d'être en état squelette. Non, mais surtout que ça le gratte en plus, et du coup et ça lui gratte l'arrière du cul, c'est ça. Et ça, il fait gratte-moi le cul s'il te plaît, machin. Donc voilà, ce qui permet aussi de parler un petit peu de cet univers qui est donc c'est vraiment dans de la fantasy hyper généreuse par l'univers qui est développé. C'est magnifique à regarder. Par Mathias, avec beaucoup de concepts, d'idées, de créatures gigantesques. Le héros est accompagné par une pentacorne, c'est-à-dire que c'est comme une licorne avec 5 cornes, qui a un design incroyable, et qui en plus dans le récit en fait ne s'exprime que par juron, c'est-à-dire que alors c'est toujours par des arrobas, des dièses et tout ça, mais tu l'entends quand même que à chaque fois que tu la vois apparaître, c'est juste pour dire genre putain de merde, des trucs comme ça. Enfin ça, il y a vraiment un côté comique, parce que c'est un récit qui est à la fois sérieux dans ce qu'entreprend dans sa quête, et qui c'est marrant de le dire comme ça mais qui est aussi en fait hyper drôle, et en fait c'est une histoire où justement ça prend le départ un petit peu de ces quêtes FedEx, tu sais, dans les jeux de fantasy que tu peux avoir à la The Witcher et tout ça, où en fait c'est juste pour sauver ta meuf, tu dois trouver cet artefact, donc en lien avec cette histoire de magie qui justement, il y a encore des sources de magie, et le but c'est que lui là aille voler ce qui sert encore de source pour en fait si tu veux développer un élixir qui lui permettra de délivrer sa chérie. Sauf que ça va beaucoup plus loin, puisque c'est un récit qui arrive à t'emmener vraiment de rebondissement en rebondissement, et qui joue en fait avec les codes, parce que tu retrouves énormément d'archétypes de la fantasy, avec par exemple tu sais ce genre de seigneur noir qui contrôlerait en fait le territoire méchant, territoire méchant. Quoi, il est méchant le territoire. Oui. Ouais. Non, mais le territoire ennemi, grosso modo, c'est ce genre de choses. N'essaye pas de me reprendre à chaque fois. Je m'exprime dans des termes clairs que tout le monde peut comprendre aussi. Ça fonctionne très bien, donc t'es pas obligé. J'imaginais genre des arbres et de l'herbe vénère. Non, mais ce sera un concept, c'est un concept à développer. Non, mais voilà, voilà, on te présente certains archétypes que tu reconnais, je veux dire le Sauron type, tu vois. Sauf que tu joues là-dessus, tu fais un effet de surprise de savoir en fait c'est pas vraiment forcément le méchant. Le maître n'est pas forcément celui que l'on croit. Comme dans Shadow of the Colossus.
Ouais, par exemple. Alors, c'est moins twist final parce que dulcinée, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. C'est-à-dire que sa copine, sa femme, elle est prisonnière de quoi? On sait assez rapidement et c'est pas ce à quoi tu crois. Le méchant qu'on te pointe pendant quelques numéros, en fait, c'est pas forcément ça. Et au final, la quête de la magie, ça sert pas forcément non plus. Tu vois, donc il y a vraiment plein de contre-pieds en fait. À des sortes d'éléments qui sont ultra classiques dans la fantasy, donc ça te permet de renouveler le genre. Au final, le méchant, c'est la société. Ouais, c'est ça, c'est comme dans Joker en fait. Voilà, c'est un croisement entre le Seigneur des Anneaux et Joker, t'as tout compris. Putain, trop bien. Mais pas du tout. Mais du coup, moi, j'ai lu 3 numéros. J'abonde dans ton sens, c'est absolument magnifique. Moi, ça me parle moins. Mais on l'a pas encore. Ouais, mais alors je me permets quand même de te recouper parce que j'avais pas fini en fait de faire. J'essayais de te. Parce que je voulais insister un petit peu aussi sur le fait que c'était à la fois drôle aussi, parce qu'il y a beaucoup de répliques. Puisqu'en fait, c'est pas un héros, il est le personnage central de l'histoire parce qu'en fait, il est barde et qu'il a un petit peu ce rôle. Il se confie toujours dans un carnet, donc en fait, on entend beaucoup l'histoire compter parce qu'il consigne c'est son aventure, qu'il écrit beaucoup à sa chérie. Et en fait, il a un peu ce rôle d'historien, c'est-à-dire que tu as quand même un énorme message de Spurrier sur le côté l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc ça joue énormément là-dessus sur le rôle de celui qui tient les comptes un petit peu de ce qui se passe. Donc pareil, c'est là aussi que c'est vachement intéressant d'avoir à la fois le point de vue de ce personnage et d'avoir la vision globale que le narrateur te présente, parce que lui, forcément, a toutes les clés. Enfin, toi, le narrateur comme le lecteur a toutes les clés de compréhension, ce que n'a pas forcément qui se laisse un petit peu embarquer d'un côté à l'autre, parce que c'est pas non plus le mec le plus malin de la Terre. Et c'est pour ça que c'est aussi marrant de l'avoir en figure un petit peu anti-héroïque, parce qu'il a rien d'héroïque justement. Il va se faire un petit peu avoir, et en même temps c'est drôle aussi, puisque voilà, je te dis, on commence par un squelette gigantesque de dragon qui est juste là en train de dire à ceux qui passent, s'il vous plaît, grattez-moi le cul, ça me démange trop, j'en peux plus. Et le truc, c'est que ça a une réelle incidence dans le scénario beaucoup plus tard. Donc je te dirai, mais tu vois, c'est qu'il y a plein de petits éléments comme ça auxquels tu prêtes pas forcément attention, mais qui se révèlent de l'importance. La pentacorne qui jure, c'est marrant. Il y a plein de personnages vraiment atypiques qui sont drôles. Les retournements de situation peuvent l'être aussi, et la dynamique entre et sa chérie, du coup, c'est aussi quelque chose d'assez particulier, qui interroge un peu le rapport aussi en fait dans le couple. C'est un peu ce côté, tu vois, genre le mec il croit tout savoir faire pour que sa meuf aille bien ou qu'elle soit heureuse, sauf qu'en fait il n'interroge jamais la personne concernée, et du coup il fait de la merde forcément. Et du coup il y a aussi pas mal de thématiques là-dessus. Et pour finir un petit peu sur le dessin, t'as embrayé déjà un petit peu en disant que c'est magnifique. Moi je vais le dire à ma façon, putain c'est magnifique de ouf, c'est incroyable. C'est un bouquin univers. C'est que il y a des idées qui sont empruntés à plein de référents de la fantasy, mais tu as vraiment des doubles pages qui sont incroyables dans ce qu'elles dépeignent, dans les concepts de villes. Tu as par exemple des villes géantes traînées, enfin des villes qui sont traînées par des géants, ce genre de choses. Donc tu as des dragons, tu as cette pentacorne, mais tu as vraiment des idées dans tous les numéros. C'est hyper généreux sur le dessin, tant dans la représentation un petit peu de paysage, mais aussi dans l'action. Tu as des instants, si tu veux, d'action en fait, qui t'arrivent au détour d'une page, mais qui te tabasse littéralement à la gueule, parce que d'un coup ça devient ultra déchaîné, parce que Bergara arrive vraiment à mixer les instants plus calmes et plus reposés et à te faire exploser l'action de planches plus tard. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un énorme coup de cœur, parce que c'est pas un truc qu'on voit énormément et d'aussi bien réussi, je trouve, dans le paysage fantasy en comics. C'est toujours, je trouve que dans ce registre là c'est souvent sympa. Grosso modo, c'est super sympa, mais là, c'est profond, c'est riche, et graphiquement, c'est un putain de croyable. Donc voilà, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Corentin, je te laisse embrayer dessus. Oui, bon après moi je te dis, je suis moins amateur de fantasy en général que toi. Mais donc ouais, c'est super joli, effectivement. Enfin rien que pour ça donne envie. Du coup j'avais une micro-critique en fait. Je trouve l'édition un peu petite pour profiter de ces belles planches. Ça mériterait un plus grand format, c'est clair. Ouais. Ben oui, tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Parce qu'on faisait, avant d'enregistrer cette émission, on faisait un petit peu un comparatif avec l'Enfeust dans la richesse de l'univers un petit peu développé dans c'est ce que moi ça m'évoque, effectivement. Après, j'ai pas été jusqu'au bout, mais il y a ce côté un petit peu la ville d'Eckmühl, tu vois, qui est justement une sorte de croisement entre la fantaisie, mais aussi un petit peu le côté renaissance, tu sais, très coloré avec plein de bestioles partout. Et ce côté un petit peu, tu sais, comment les jurons viennent s'intercaler. L'humour, en fait, potage de sale gosse, vient s'intercaler avec un monde de fantaisie autrement plus classique. Tu vois, genre, moi, ça m'évoque les trolls qui passent leur temps à dire des saloperies, etc. Donc, après, moi, je suis un gros fan de Spurrier.
Je trouve que c'est vraiment un mec qui a le vent en poupe en ce moment. Tu vois, il y a Yakoda, il y a la série Hellblazer, effectivement, qui est assez géniale. Après, il est là depuis quelques temps maintenant. Ouais, bien sûr, c'est il a pas fait un nouveau. aussi sa série avec l'extraterrestre, là, dont j'ai oublié le nom. Tu veux peut-être m'aider? Non. Chez Boom, tu sais, oui, c'est E.T., mais où l'alien, il est pas très gentil. Non, j'ai... Mais si, ça va arriver peut-être en Shy Comics, peut-être. C'est sympa. Ok, Non, bon. absolument pas. Bon, suivez le Twitter de Sullivan et vous trouvez le nom de la série. Alienated? Ah, c'est ça, ouais. C'est pas ça Spurrier qui l'écrit ici? Si? Ok, d'accord, Ah, pardon. si. Et par contre, je crois que t'as dit... Enfin, c'est Barnaby Bagenda qui fait The Omega Man, Arnaud. Non? Ah oui, pardon, Si, rien ouais, à c'est voir. ça, je Oui, disais. oui, pardon. En fait, Jupiter cherchait l'accroche entre les deux. Je disais, mais non, attends, c'est pas possible que son style ait Oui, autant c'est pour ça. évolué. Non, c'est pour ça. Oui, non. Voilà. Du coup, on refait tout le podcast. Mais à culpa. Voilà, allez. On recommence à zéro. On recommence. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous écoutez. Non, en fait, non, c'est une erreur de ma part, Ouais, je ouais. m'en excuse. Oui, Mais pardon. ça reste, les deux sont géniaux dans leur style, mais C'est vrai, non, mais du coup, ouais. c'est pas grave. Je- C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, juste graphiquement, pour le coup, je vous conseillerais de le feuilleter. Et puis même, voilà, pareil, si vous avez The Witcher, bah, vous avez un petit peu le côté, comme tu dis, le bard qui réécrit l'histoire, un peu comme Jaskier, tu vois, quelque part. Et dans un monde de fantasy qui, effectivement, évoque quand même plus The Witcher que Dark Souls, on va dire. Tu vois, pour une fois, c'est moi qui le dis, qui le dis avant toi. Parce que c'est effectivement, c'est super généreux et tu sens que c'est plus chatoyant, entre guillemets. C'est un univers dans lequel t'as plus envie de te balader, où il y a vachement plus de magie, entre guillemets, que la dark fantasy classique que tu croises quand même de plus en plus souvent, je trouve. Donc voilà, moi, sans approuver ni condamner, je trouve ça bien. Très bien, merci Corentin. On passe du coup maintenant du côté de Urban, mais avec, c'est pas du DC dont on va parler, c'est justement aborder un petit ouvrage qui est sorti dans la collection Urban Link qui s'appelle Giants des frères donc Valderrama, pardon. Donc c'est une mini-série en 4 numéros à la base qui a été publiée chez Dark Horse, donc qui nous parle en fait des aventures de deux frères dans un monde post-apocalyptique habité par des kaiju. Et forcément, quand on parle de kaiju, il faut laisser la parole, je dirais, à l'ami Corentin. Oui. Ah bah vas-y, c'est à toi. Ça va, mec? Ça va très bien. Super. Non, mais petite édition encore. Hein. Ça, c'est le format Urban Link. Hein. C'est du petit dommage, format. pour le coup, l'une des forces de la série, c'est aussi justement ces dessins. Mais après, là, je la feuillette et fait ça va, ça s'épanouit bien. Donc effectivement, alors je sais plus si c'est deux frères ou juste deux potes. Parce que si c'est deux frères, c'est sale ce qui leur arrive. Mais on va résumer ça, effectivement. Donc, c'est monde post-apocalyptique. Deux frères. Hein, Ok. Du coup, probablement qu'il y a une partie biographique là-dedans, parce que c'est aussi fait par deux frères. C'est incroyable. Oui. Mais si tu l'avais lu, tu saurais que c'est plus compliqué que ça. J'ai lu le premier numéro quand c'était sorti en c'est VO. après que ça devient rigolo. Donc, pour résumer, effectivement, monde post-apo traditionnel, deux monstres géants, avec donc l'humanité qui s'est réfugiée dans le sous-sol. Et en pleine déliquescence, alors ça c'est un des reproches que j'aurais adressé. En fait, on voit pas vraiment de fonctionnement social. C'est-à-dire que quand on voit le monde d'en dessous, on voit juste des bandes rivales qui se font la guerre. Et c'est à peu près tout ce qui reste de l'humanité. C'est-à-dire des jeunes qui s'entretuent pour le contrôle d'une énergie qui s'appelle l'ambre noire et qui émane en fait des kaiju elles-mêmes. Donc ces deux frangins vont essayer de remonter à la surface. Séparés, l'un va tomber et être abandonné derrière par son frère, qui lui pour le coup va progresser dans le monde du dessus, où il va tomber sur une sorte de bande des enfants perdus, où en fait différents autres jeunes adolescents ont établi une vie à la surface, avec un centre chauffé où ils ont de la nourriture et tout. Et donc ils mènent leur petite vie, ils font leurs petites affaires, et en fait ils essayent de ne pas provoquer le kaiju Shek, qui est le kaiju qui règne en maître sur cette ville. On sait pas trop combien de kaiju il reste, c'est assez flottant. Mais grosso modo, on sait qu'il y en a au moins deux, un noir et un blanc. Le plus dangereux étant le noir, qui lui est vraiment très menaçant. Et oui, non mais Arnaud, s'il te plaît, enfin s'il vous plaît, monsieur. Et le blanc qui est pas forcément moins menaçant, mais est blessé, donc il est pour l'instant pas dangereux. Alors, il y a vraiment un côté Akira. Bon, déjà dans l'esthétique, parce que c'est tout, le gang dans lequel auquel ils appartiennent au début est tous peuplés, est tous vêtus de vestes rouges comme Kaneda. Il y a vraiment ce côté, la relation entre Tetsuo et Kaneda. Donc pour ceux qui ont vu Akira, effectivement, c'est deux meilleurs potes Ou qui l'ont lu, tout à fait. Dont l'un qui part en couille et qui devient un peu plus brutal, un peu plus menaçant, un peu plus méchant, et le héros qui lui est valeureux, mais en même temps c'est un peu une tête de con un peu égoïste qui effectivement laisse son pote derrière et doit après payer les conséquences, quoi. Son frère. Oui, non mais dans Akira c'est pas son frère, mais bref. Donc il y a vraiment ce côté-là et c'est super inspiré, ça se ressent à mort. Les dessins sont assez magnifiques, c'est bien maîtrisé, c'est encore une fois à mi-chemin entre du dessin de comics et de l'animation. Parce
que c'est vraiment, ça pourrait être un dessin animé, tu vois la différence, hein, les couleurs sont assez magnifiques, c'est plein de nuances, c'est plein de petits effets, un petit peu de dégradé et tout. Et le design des kaiju est mortel. Ils sont on point, comme on dit, c'est vraiment du kaiju façon Pacific Rim à balle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est mi-crustacé, mi-insectoïde, mi-juste dinosaure, tu vois. Et il y a vraiment des effets alors, pas forcément des effets d'échelle, parce que c'est assez rare, c'est assez crevard de ce côté-là, on va dire. Parce que tu vois rarement des comparatifs assez chargés, mais par contre, tu vois, il y a une scène où justement ils vont voir l'autre kaiju blanc, tu vois. Et pour le coup, tu vois le côté animalier des kaiju que tu vois quand même un peu moins. En général, c'est plus des espèces de créatures menaçantes qui pètent des immeubles, etc. Là, il y a vraiment un petit côté dragon, un petit côté, tu sais, genre, ça reste une bête et tu vois beaucoup pas à travers son regard, tu vois que ça reste une créature animale qui pas forcément aussi malfaisante qu'on voudrait. Alors, il y a des effets qui sont vraiment de la branlette par rapport à ça, où tu vois les deux kaiju qui se battent dans le fond avec les deux héros en premier plan, en mode genre un blanc, un noir, tu vois. Mais somme toute, franchement, c'est de la bonne lecture pour ados. Vraiment, ça en prend dans des codes très connus. Hein. C'est vraiment le côté la rivalité des deux frangins, le côté le post-monde qui est un peu dangereux. Des trucs que t'as déjà vu dans 10 films avant, tu vois, genre Turbo Kid ou quoi. Et qui fonctionne encore aujourd'hui parce que c'est simplement l'universalité de quand t'es gamin, t'adores tout ce qui est monstre géant, ce côté un petit peu on va vivre notre vie avec des copains à la surface et esquiver les mouches les mouches géantes pareil qui menacent de nous muter le matin, tu vois. Donc franchement une bonne lecture, en plus ça se lit vite, c'est agréable, tu rentres bien dedans. Si justement t'aimes bien l'animation et tout le folklore un petit peu japonais ou les trucs de science-fiction un peu désespérés, c'est vachement bien. Quelques petits reproches, encore une fois, ça sent pareil, ça sent un petit peu le nouveau projet, enfin le jeune projet, c'est un petit peu comme Big Girls d'ailleurs, c'est marrant parce que les deux... C'était leur premier truc ensemble. C'est ça, voilà, donc les deux traites de kaiju, il y a des manques, tu vois, ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu être plus développé, ça aurait pu être plus dense. La société qu'ils décrivent est quand même assez fantomatique, et au final, ça reste un bon film, on va dire, je vais dire ça comme ça reste un bon film d'1h30, avec des bons effets spéciaux, des bons acteurs et des bons dialogues, mais c'est pas le truc qui aurait pu, tu vois, justement, à la Akira, proposer une fin qui transcende vraiment la proposition initiale, faire un truc plus métaphysique et compagnie. Là, ça finit bien, on va dire, tu vois, ça finit comme un film d'Amblin finirait. Ouais. Donc, c'est vraiment pour cool. ça aussi, tu vois, qu'ils ont privilégié, c'est un format graphique novel, parce que c'est une mini-série. Donc c'est bien de le vendre justement pour un lectorat plus jeune, parce qu'effectivement, tu peux. Bon, il y a quand même. C'est Young Adult, tu vois, là. Ouais, il y a quand même des scènes de mort que je filerais pas à lire à un gamin de 6 ans, tu vois. Oui, mais c'est pour ça, oui. Mais si t'es ado, franchement, ça marche tout aussi bien qu'un manga pour se distraire, quoi, c'est vraiment bien. Mais tu peux aussi le lire en étant un adulte de 30 ans. Oui, non, mais bien sûr, mais on est tous des grands enfants de 30 ans, Arnaud. Oui, c'est vrai. Tu peux me passer mon biberon, s'il te plaît, d'ailleurs. Tiens, non, tu veux pas un cacolac? C'est ça. Allez, donc voilà, donc en plus, le prix, c'est 14,50 pardon, chez Urbanic. Un mec qui fait des références, qui fait des notes en brioche framboisée, Arnaud. C'est vrai, oui, je pense que le côté grand enfant n'est plus approuvé. Oui, c'est vrai. Allez, on continue avec de l'indé encore, puisque là, on s'intéresse à un titre que Corentin adore, qui s'appelle Firepower. Firepower. Ah, ils ont appelé ça tome 1? Non, c'est le tome 0. Bah, c'était le TPB qui s'appelait Prélude, mais du coup, c'est quand même le premier tome de la série, puisqu'en VF, ça ne se fera qu'en tome, il n'y a pas de numérotation single issues. Donc, Firepower, qui est la nouvelle série de Robert Kirkman, le scénariste de The Walking Dead, Invincible, Outcast, Oblivion Song, qui là se réunit avec Chris Samney, grand dessinateur, pour faire donc cette histoire de kung-fu, on va dire, avec un premier tome. Alors, il faut un peu expliquer quand même le principe de la publication en VO, puisque Robert Kirkman, ces dernières années, c'est quand même quelqu'un qui essaye un petit peu de s'amuser avec le système de publication tel qu'il fonctionne aux États-Unis, c'est-à-dire que normalement tous les mois les éditeurs annoncent ce qui va sortir dans 3 mois, ce qui permet de savoir quand une nouvelle série arrive ou quand une série se termine et tout ça, ce qui permet aux comic shops ensuite d'ajuster leurs précommandes pour en gros jauger qu'est-ce qu'ils vont réussir à vendre, qu'est-ce qu'ils vont pas réussir à vendre. Robert Kirkman, il aime bien un peu s'amuser avec ce système qui a ceci d'efficace que c'est bien en termes d'ordre, mais par contre ce qui est un petit peu chiant, c'est que la surprise, c'est un peu difficile de la créer quand tu sais en fait ce qui se passe dans 3 mois, et notamment dans les Big Two avec tout leur système d'event et tout ça. C'est-à-dire que quand DC se lance dans un truc événementiel où tout va changer à jamais, mais que en fait tu sais quand même ce qui se passe 3 mois après, donc c'est-à-dire que si on te fait miroiter qu'un personnage est mort alors qu'il a de nouveau sa série régulière, comme Phoenix Résurrection avec X-Men Red qui était annoncé juste avant la fin de l'arc. Ouais, c'est ça, par exemple. Du coup, ça empêche un petit peu d'avoir des effets de surprise, d'avoir des vrais enjeux narratifs. Et ces dernières années, Robert Kirkman
Kirkman, qui est quand même un mec qui pèse énormément dans le milieu, lui a, si tu veux, justement pèse assez pour pouvoir se jouer de ce système-là. C'est-à-dire que par exemple pour The Walking Dead, il avait feinté tout le monde en annonçant des numéros 194, 195 par ce système de sollicitation. Les fausses sollicitations. Sauf que à l'été dernier, le numéro 193 sort et là, paf, en fait, c'est un gros numéro, c'est la fin. Et Walking Dead est terminé et personne ne l'a vu venir. De la même façon, il avait fait une nouvelle série avec Chris Burnham qui s'appelle Die Die Die, qui est d'ailleurs aussi publié chez Delcourt, qui est vachement bien, ultra vénère, mais hyper bien. En fait, il avait simplement envoyé tous les numéros gratuitement en fait dans les comic shops et les gens en fait l'avaient découvert en déballant leur box le jour même. C'est-à-dire que le jour J, en fait, t'avais pas eu d'annonce avant et en fait, c'est juste au fait les gars, il y a un nouveau Kirkman là qui est en rayon, donc voilà, ça existe. Et pour Firepower, encore une autre façon de procéder, c'est-à-dire que d'habitude, le mode de fonctionnement, c'est on sort un premier single issue, t'en sors 6, tu fais un TPB, tu fais un album. Sauf que là, en fait, ils font, en fait, on annonce une nouvelle série, sauf qu'au lieu de commencer par un numéro 1 normal, en fait, on a déjà un album de prêt. Voilà, c'est des trucs qui servent de prélude, en fait. Et voilà, du coup, vous avez déjà 160 pages de Kirkman et Chris Samney pour amorcer, pour faire vraiment l'amorce. Et après, l'idée, c'était que le numéro 1 était distribué gratuitement pour le Free Comic Book Day. Et qu'ensuite, le mois d'après, en fait, tu avais une réédition du numéro 1 pour ceux qui l'avaient loupé, avec directement aussi le numéro 2, comme ça, paf, tu prends vraiment le truc. Bref, c'était un truc qui était hyper rodé, je trouve assez innovant et qui montre encore que Kirkman a envie de s'amuser un petit peu avec ses systèmes de sollicitation et tout ça. Sauf que le coronavirus est passé par là, que ça a un petit peu mis la foire un petit peu partout, d'autant plus que cet album Prélude devait sortir en même temps en VO et en VF. Il y avait une sorte de nouveau partenariat entre Delcourt et Kirkman et Skybound. C'était un peu dommage parce que c'est par exemple ce qu'ils avaient fait sur Oblivion 5, je sais pas si tu te rappelles, Oblivion 5, donc avec Lorenzo De Felice au dessin. Le premier numéro était sorti en VO chez Image, en même temps que le premier album sortait en VF chez Delcourt. Donc pour le coup, on avait vraiment 5 mois d'avance sur les ricains et on pouvait tout leur spoiler comme des bâtards. Donc c'était plutôt plaisant. En tout cas, c'était une façon de faire qui était assez chouette, de mêler un petit peu les marchés français et les marchés américains. Donc nous, on n'a finalement pas eu ce premier tome donc qui sert vraiment de prélude à la série, c'est-à-dire qu'on va suivre le héros qui s'appelle Owen Johnson. Dans la série Firepower, à partir du numéro 1, en fait, il a, si tu veux, des capacités, il a un passif et tout ça. Tu peux te lancer dans la série avec ce numéro 1 en VO, sauf que voilà, tu as le TPB qui te permet un petit peu de faire le récit d'origine. Comme ça, en fait, c'est pas que c'est accessoire, mais si tu veux un peu ne pas connaître ce qui s'est passé avant, en fait, t'as l'occasion en fait, d'aller directement choper le numéro 1 et de pas te préoccuper de l'origine. Et c'est surtout que pour la série régulière, vu que c'est une origin story et que c'est quand même difficile de réinventer l'origin story à chaque fois, en fait, ils se sont passés de ça, de se faire chier à faire 6 numéros juste pour avoir un arc d'origine. Il propose directement un album, ça fait un petit peu un côté événementiel et du coup ça te permet ensuite de te lancer. Donc Owen Johnson. Est-ce que c'est bien ? Non mais oui, il faut expliquer, il faut contextualiser ce que tout le monde. Il lance les boules de feu, il va à Shaolin pour apprendre. Donc Owen Johnson, un monsieur qui a été adopté, qui est donc d'origine asiatique, qui est sino-américain, qui décide de partir en voyage à la recherche de ses parents biologiques et qui va se retrouver au pied d'un temple, l'école du feu, alors je sais plus, c'est du feu ardent ou Ouais, donc grosso modo, il sait que ses parents étaient dans un dojo et donc il fait le tour de la Chine. Il apprend en fait les arts martiaux à chaque fois, il casse la gueule de tous les dojos jusqu'à arriver effectivement à l'équivalent fictif de la fameuse 36e chambre, on va dire, de Shaolin. Connu, soi-disant, pour maîtriser justement la technique de la boule de feu et convoité par un autre clan renégat qui les attaque assez régulièrement. Donc il arrive, il se confronte face à un maître beaucoup trop cool qui est un peu qui casse un peu l'archétype. Ouais, mais c'est un peu le Tortue Génial, mais Yoda un peu aussi. Ouais, mais quand même en plus moderne parce que t'as vraiment c'est un temple Shaolin, donc ils sont un peu reclus du reste de la société, tout ça, mais ça reste un vieux moine, mais dont le premier réflexe, tu vois, il fait vas-y, passe-moi ton iPod, et t'as le mec qui il lui fait un truc du genre, est-ce que ça fonctionne encore? Et là t'as Owen qui vraiment se dit, ouais, c'est un vieux dans la montagne, il connaît rien, et dans la montagne, et qui lui fait non mais en fait je t'explique, faut rouler pour choisir le truc et ça, et l'autre il fait non mais est-ce que c'est un iPod, je te demande juste s'il est chargé en fait, tu vois. Ça parce que je voudrais écouter le nouveau Radiohead.
Ouais, c'est ça, C'est voilà. un truc comme ça. Et puis après, il collectionne les baskets de marque, etc. Donc c'est un vieux un peu cool. Et c'est là qu'on voit l'écriture de Kirkman, en fait, sur le côté un petit peu décalage, cool et Ouais, compagnie. bah, qui s'amuse un peu à casser les archétypes que tu vois dans ce genre de Ouais. film. Après, ça, c'est aussi un peu un truc à la Doctor Strange, tu vois, où Doctor Strange, il fait le mot de passe du Wi-Fi. Et Baron Mordo qui lui répond on est des sorciers, pas des barbares, tu vois, tiens, voilà le code du Wi-Fi. Ou Wong écoute Beyoncé, tu vois, sur l'iPod de Strange. Après, dans l'ensemble, effectivement, ça opère vraiment comme un film de genre. C'est-à-dire qu'au-delà de ces quelques variations, c'est vraiment le film mi-kung fu, mi-légende orientale. C'est pas Karate Kid, mais un peu quand même. Bah, il y a Karate Kid, mais il y a aussi tout le côté de l'ordre, où t'as pas le droit de niquer, où t'as le rival, etc. En fait, c'est vraiment ce côté... les École. films de Jet Li, quoi. Ouais. Plutôt... comment s'appelle ce film, là? La forteresse... non. La grotte interdite, je sais plus, bref. Où t'as vraiment ce côté, film de genre qui épouse les codes à fond. Ça raconte pas grand-chose en un trade, je trouve. C'est un peu le problème. C'est que finalement, en fait, c'est effectivement juste une origin story. Mais au moins, il mentait pas sur le contenu quand ils Ah, non, l'ont non, sorti, bien tu sûr, vois. non. Et puis du coup, le but de l'histoire, c'est d'apprendre comment le mec a obtenu son pouvoir de la firepower, donc de la fireball, donc de la boule de feu. Et donc j'avais raison depuis le début. Mais il y a pas forcément le twist que tout le monde espérait retrouver. Mais non, mais le twist, il arrive après. Il arrive après parce qu'en fait, justement, Firepower, le truc, c'est que grosso modo, la série va démarrer dans un autre contexte. Pour le héros, justement, c'est pas du tout le même setting. Blague. Donc là, c'est vraiment pour un peu découvrir comment tout ça s'est monté. Et surtout, c'est quand même 140 pages de Chris Samney qui si. Tout n'est pas forcément égal à tous les niveaux, mais notamment dans la dernière partie sur l'action et tout ça, il y a des planches qui sont... Non, mais ils sont ouf, franchement. En termes de perspective, de couleur, de mise en scène, il y a des passages qui sont dingues. Mais t'es un malade, toi. Non, mais vraiment, moi, ça m'a T'es un fou, toi. Ça m'a vraiment pas convaincu, moi, Firepower. Après, encore une fois, c'est qu'un prélude. 5 étoiles. Il faut vraiment que je rattrape. Non. Meilleur truc. C'est mieux que Watchmen, mon gars. C'est moi qui vais faire la critique, non, d'ailleurs? Ah bon? Ouais, ouais. Ah bah non. Je crois. Non, je crois pas, non. 2,5. Non. 3. Putain, malade. 2,5, 3. Allez, 3. Il est fou. Allez, coupe pour la poire en deux. Ouais, t'es fou. Non, mais effectivement, moi, ça m'a pas convaincu parce que, au-delà, en fait, des jolis gimmicks et des personnages qui sont plutôt, qui ont du corps et tout, ça reste très classique, ça reste très blockbuster, ça reste très conventionnel. Enfin, je veux pas vraiment, effectivement, à part les dessins, je veux pas vraiment ce que ça amène sur la table. Je comprends. Tu peux pas demander à tous les comics de réinventer la roue. Mais c'est pas la question, c'est pas de réinventer la roue. Tu viens de le dire. Non, mais la plupart des séries de Robert Kirkman, elles vont au-delà du gimmick, tu vois, genre Walking Dead, par exemple. C'est le premier tome. Je peux parler? Je peux parler, là? On a compris, vas-y, mais gobe-lui les couilles pendant que tu es. J'y vais. Alors, Dan Didio, là. mais, non, mais attends, Kirkman, voilà, il lui arrive d'être moins bon que d'habitude. Invincible, ça part comme une série de super-héros et puis ça casse les codes. Walking Dead, ça part comme une série de zombies tu savais pas avant le numéro 7. Invincible, tu savais pas avant le 7e numéro. Même Oblivion Song, c'est plus riche et développé que ça. Là, justement, attends, mais là, on juge un trade, tu vois, on juge un tome. Si, moi, le premier tome de Invincible, je l'ai reçu quand j'étais ado, je l'ai lu, j'ai pas kiffé. C'est après, quand j'ai plus tard rattrapé, que je me suis dit, ah, c'est bien, etc. Mais là, en l'occurrence, je juge un tome et je trouve que le tome, au-delà des beaux dessins de Chris Samney, j'adore Chris Samney, j'adore le Daredevil de Chris Samney, j'adore tout ce que fait Chris Samney, donc c'est agréable. Ouais, c'est ça, vas-y, gobe-lui les couilles. Mais, mais je fais moins bien que toi. Mais non, voilà, pour moi, effectivement, et là, quelque part, arrive justement l'avantage de ce tome-là, c'est comme tu dis, on peut s'en dispenser. Moi, si vous n'êtes pas un gros fan de Cobra Kai, ou que vous n'êtes pas trop dans le délire, justement, Karate Kid, Kung Fu et compagnie, franchement, j'ai envie de dire, attendez le tome 1, qui a priori va plus loin. Non, le tome 2, du coup. Oui, pardon, je veux dire, la nouvelle série. C'est là qu'ils sont malins, c'est parce que ça, en le baptisant tome 1, du coup, et pas tome 0, ils obligent un petit peu, quelque part, à démarrer vraiment avec ça. Mais après, c'est vraiment le début aussi, donc c'est... Tu leur gages tout en expliquant au lecteur que c'est dispensable, en fait. Là. Hein? T'as niqué leur plan promo, frère. Non, pas du tout. Mais si, ce que t'as dit au lecteur, vous pouvez vous en passer. Non, c'est toi qui viens de le dire. Non, tu l'as dit avant moi. Non, je l'ai pas dit. Le projet. Zut. Bah non, mais bon, après, moi, je kiffe. Enfin, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que c'est vraiment ultra plaisant. Non, mais parce que tu te prends au jeu, en fait. Affronte-moi. C'est certes classique, mais c'est bien fait, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui sont classiques, qui sont mal faits et tout ça. Et en vrai, juste les 8 premières pages où c'est juste, en fait, Owen qui crapahute dans l'Himalaya, on va dire, et qui arrive au temple. C'est beau à en crever, tu vois. Je trouve que les paysages qu'ils font et tout ça, ces planches et tout. C'est beau à en crever. Bah, c'est super beau, mec. Mais putain, c'est beau, c'est sympa, c'est beau. C'est pas, tu vois, c'est pas Coda pour le coup, quoi. Bah, c'est pas ça n'a rien à voir avec Coda. Les gens, ils ont un budget pour le mois sur les BD, hein.
Ah oui, mais là, oui, mais après là c'est le confinement, plus personne ne sort et tout ça, Quel donc bâtard. grosso modo, non mais tu vois, non mais franchement, s'il faut choisir entre Coda et Firepower, je dis non mais prenez les deux en fait, tu vois, j'ai pas envie de choisir. Bah, Donc les gens ne choisissent pas, quoi. mais c'est les deux. S'il faut choisir entre les deux, prenez les deux. Mais non, mais non, mais disons que s'il faut choisir entre Doomsday Clock, Coda et Firepower, bah tu prends pas Doomsday Clock. Non, on est d'accord. Moi, tu prends juste Coda. Tu prends Coda et tu prends Firepower parce Non. qu'il te restera encore des Tu sous. prends Coda et tu prends Giant. Je pense que c'est mieux dessiné Giant en vrai. C'est pas pareil. C'est pas la même. C'est Non, pas mais la franchement, même voilà, chose, écoute, quoi. là je troll un peu et je suis désolé, effectivement, voilà, pour les fans de Robert Kirkman, et de Chris Samney, ça fait carrément le taf. Mais moi, j'attends de Robert Kirkman, justement, qui est un mec qui a grandi. Faudra avoir le tome 2. Un mec qui a grandi avec tous ces référents qu'on connaît et qui les digère très bien. Que justement, c'est un mec qui arrive généralement à prendre des codes établis et à aller plus loin. Et là, je trouve que ça ne va pas plus loin. Ça reste à ce niveau de standard. Comme tu dis, c'est classique. J'avais pas envie de lire un truc là-dessus. Je l'ai lu, moi, quand c'est sorti en trade VO. Il me reste quasiment rien, tu vois. Donc après, bon, la scène de. à vous de vous positionner entre le Arnaud ou le Corentin. La bataille finale, mon gars, elle est quand même. Mais prenez Coda si vous avez le choix. Incroyable, mais putain. Très bien, merci Corentin. Je ne t'inviterai plus dans ces podcasts par la suite pour parler de Firepower parce que je savais que tu serais chiant. Mais du coup, on va parler d'un J'ai truc. juste le seum parce qu'il n'y avait pas de twist et que c'était juste une putain de boule de feu, frère. Le twist, je t'ai dit qu'il arrive sur la suite puisque c'est un autre contexte après que tu verras en 2025 quand on sera à Firepower numéro 50 et que ça aura complètement changé. Ouais. C'est pareil qu'Invincible, ça prend le chemin très classique au départ du récit de Kung Fu machin, puis ça va partir loin. Oui, mais oui. Allons-y. Mais toi-même, tu le sais en plus. En plus, je fais un crossover avec Walking Dead bientôt. Non. Les zombies lancent des boules de feu. Il n'y a pas de ça. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un nouveau Punisher qui est sorti en VF chez Panini. Donc, ce sera l'avant-dernier bouquin de cette sélection Punisher soviète de Garth Ennis et Jason Burrows. Ouais, pour avoir un peu de Marvel, effectivement, dans ce podcast. Alors, présentation rapide. Donc, pour ceux qui connaissent pas, on va dire que Marvel, à une époque, avait son propre DC Black Label qui s'appelait le label Max, qui était en fait une enclave éditoriale pour les personnages un peu plus musclés. C'est un label qui était très libre, du coup. D'où la chanson. Il est libre, Max. Ah, putain, pas mal. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. C'est ça. Donc la personne de vol. Et en fait, Garth Ennis, effectivement, à l'époque, qui avait déjà écrit du Punisher classique, passe en fait sur la ligne Max et fait ce qu'il avait toujours envie de faire, c'est-à-dire s'affranchir des super-héros. C'est-à-dire que Garth Ennis, c'est un mec qui n'aime pas les super-héros, c'est pour ça qu'il a écrit The Boys, qui est une grosse parodie des super-héros. C'est pour ça qu'il a écrit Hitman aussi, qui quelque part est la même... Enfin, c'est mieux que The Boys, mais c'est une réponse aussi à la parodie des super-héros. Là, du coup, dans la ligne Max, il y a juste deux personnages Marvel qui existent, c'est Nick Fury et Frank Castle. Et on va suivre en fait Frank Castle dans une version plus sombre, plus violente, plus dépouillée, plus frontale, on va dire, qui s'embarrasse pas du tout avec l'envie d'en faire un héros. C'est clairement une ordure et il s'assume tel quel. C'est un meurtrier et il s'assume tel quel. Donc quelque part, c'est vraiment une BD qui idéologiquement a toujours, parce que tu sais, aujourd'hui, quand on voit ce genre de produit culturel, on est un peu obligé aussi de poser une sorte de regard politique là-dessus. Et Garth Ennis, lui, il assume très bien l'idée que le Punisher est de droite, voire très à droite, et que s'il faut des fourrailles, il y a pas de, il dort pas les yeux ouverts la nuit en se disant mon Dieu, je suis un enfoiré, tu vois. Donc la ligne Max est considérée comme le plus grand truc qui a été fait sur le Punisher, parce que en fait, Garth Ennis comprend mieux que les autres ce personnage-là. De la même façon que Frank Miller a mieux compris Daredevil que même ceux qui l'ont créé à l'époque. Le Punisher de Garth Ennis, c'est le seul entre guillemets Frank Castle qui arrive à cette espèce de totalité entre toutes ces thématiques, le soldat, le guerrier, le vétéran, le traumatisé parfois aussi. Là récemment, en fait, il revient régulièrement avec des copains à lui en général, donc Goran Parloff ou Jason Burrows, de la même façon qu'il travaille des fois avec John McCree sur des remixes, on va dire, de ces histoires d'avant. C'est un mec, voilà, il a toujours travaillé au feeling. Et même, t'avais aussi Steve Dillon qui avait fait du Punisher avant quelques années avec Becky Cloonan. Donc c'est toujours un personnage en fait qui a été marqué par l'héritage Garth Ennis jusqu'à aujourd'hui. Là, actuellement, Marvel, en plus, a décidé de tuer le personnage dans la ligne classique. Enfin, en tout cas, il a disparu, voilà. Il devait y avoir une série Punisher vs Barracuda, qui est aussi un personnage inventé par Garth Ennis, qui devait être faite par Ed Brisson et Declan Shalvey, mais qui, a priori, a disparu des radars. Donc là, cette année, on a eu que Punisher soviète. Donc, il faut comprendre que c'est une histoire qui, effectivement, s'inscrit dans un run, mais qu'elle est totalement perméable si on n'a pas lu ce qui se faisait avant. Grosso modo, Frank Castle va se mettre sur la piste de mafieux russe, découvre qu'un autre mec les défouraille un petit peu à sa façon, et en fait fait la rencontre donc de Valérie, qui est l'équivalent soviétique du Punisher. Donc il y a un mec qui lui aussi a fait la guerre, qui lui aussi y a laissé des plumes,
Et quand il est revenu, il a décidé de massacrer du vilain par vengeance. Les deux vont suivre une route parallèle, ils vont décider de faire un peu équipe. Et ça va aller un peu plus loin, où on en interrogeant un petit peu le statut des hommes riches, le statut des mafieux, le statut des restes un petit peu de l'URSS, des fantômes soviétiques, un petit peu aussi de l'invasion de l'Afghanistan, qui est quelque part, pour ceux qui ne savent pas, le moment où en fait les Moudjahidines, donc qui étaient les combattants de la liberté, féodés sur des principes de fondamentalisme musulman, ont viré le gouvernement communiste d'Afghanistan pour instaurer ce qui deviendra plus tard l'Afghanistan islamiste. Et après, on enchaîne avec beaucoup plus tard la guerre du Golfe l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis. Donc tout ça en fait est assez bien digéré, même s'il y a des réflexions qui s'autorisent qui sont un peu post-datées, on va dire. Mais il y a une sorte d'envie, si tu veux, de encore une fois mettre les soldats dans les rôles de héros et en faire les premières victimes de la guerre. Et en l'occurrence, c'est un propos encore une fois qui est assez à droite et assez énervé. Mais il y a aussi un propos un petit peu contre-républicain, au sens où ça interroge aussi les liens entre la Russie et les politiciens américains. Ah, j'ai cru que tu allais dire que le Punisher mettait des crop tops, et du coup que c'était pas très républicain. Donc ça interroge ce truc-là. Il y a même un propos un petit peu sur les Melania Trump du monde réel, tu sais, l'espèce de femmes trophées, les femmes mannequins qu'arborent les mafieux et les milliardaires, parce que c'est comme ça que le monde marche malheureusement. Et il y a vraiment il donne une voix à ce personnage-là dans la BD qui va du coup devenir une sorte de figure très, très intelligente, très manipulatrice, mais très débrouillarde, très survivante aussi quelque part, qui transforme un petit peu sa condition de femme-objet. C'est super violent, c'est pas super violent, c'est pas gratuitement violent. C'est violent. Parce que Burroughs a l'habitude en plus des titres violents. Donc, mais c'est violent, mais en fait, on va dire que c'est un petit peu comme Arne Skalgar, tu vois. La violence est performative dans ce qu'elle dit en fait du personnage. C'est-à-dire que c'est pas une violence qui est gratuite. La violence du Punisher, elle est là pour te expliquer que c'est un style de vie qu'il a et qu'en fait, même si c'est très violent et très hémoglobiné, lui, il est toujours dans la froideur, tu vois. Et donc en fait, il a renoncé à l'humanité, il a renoncé au fait d'être autre chose qu'un tueur et d'être une machine à tuer, un monstre froid qui avance avec un fusil dans les mains et qui mitraille. Et finalement, ce numéro, c'est vraiment très chargé. Il y a plein d'idées, il y a plein de personnages qui se baladent, il y a plein de dialogues, c'est toujours dialoguer d'une main de maître, et il y a peut-être un peu moins le propos de sale gosse qu'il a d'habitude. Là, c'est plus serious business. Il y a quelques blagues, notamment, au début, un mec qui prend Frank Castle pour un Uber. Tu vois, il rentre dans sa camionnette, et le mec il fait « Ah, c'est vous, mais je attends depuis 20 minutes et tout, etc. » Et en fait, Frank Castle juste le regarde, et le mec il se chie dessus, tu vois, en mode « Ah putain, Frank Castle. » Donc voilà, c'est bien foutu, ça a des défauts, parce qu'on sent quand même que Garcenis se répète pas mal par rapport justement à ce côté... Un petit peu moins bien que Firepower, du coup. Quoi. Ouais, un petit peu moins bien. Et Jason Burroughs est plutôt en bonne forme. Bizarrement, moi je trouve qu'il s'améliore d'année en année, ce mec. Rappelez-vous, il y a 10 ans, justement, il y avait... Comics Initiative qui avait publié un truc qu'il avait fait avec Warren Ellis, là, un truc en noir et blanc, une enquête. Et moi, ça c'est le Jason Burroughs que j'aime pas. Ouais, Scars, ouais. Ou même le truc Apparat, tu vois, Bad World. Justement, c'est le Jason Burroughs un peu plus brouillon, un peu plus cartoony. Là, petit à petit, en fait, d'année en année... C'est pas lui qui dessine Caliban aussi, de Garcenis ? Je me rappelle plus. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, non. Non, c'est pas lui. Ok. Non, c'est pas lui. C'est un espagnol qui dessine Caliban. Oui, pardon. Mais grosso modo, donc là, on est vraiment sur un Jason Burroughs qui trouve des structures en fait corporelles qui marchent vachement mieux, avec des visages assez carrés, assez émaciés, assez massifs. Même le personnage féminin dont je parlais est vachement bien foutu. Mais limite, tu reconnais des personnages du monde réel. Tu reconnais limite Ivanka Trump dans ses traits et tout. C'est vraiment bien foutu. Quand c'est violent, c'est bien dessiné. Quand c'est des atmosphères un peu différentes, c'est bien dessiné. En fait, je trouve que vraiment... Burroughs vieillit comme le bon vin, on va dire. Je sais pas ce que ça veut dire comme expression, parce que le vin, quand ça vieillit, c'est dégueulasse. Mais ça dépend. Dégueulasse, c'est un goût de vinaigre, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, c'est pas bon. Mais du coup, voilà, c'est franchement bon ajout à la ligne Punisher Max. Par contre, vraiment, encore une fois, c'est pas aussi bien que The Platoon. Donc déjà, si vous n'avez pas lu The Platoon, il faut le lire, avec Goran Parlov au dessin, ce qui est un peu l'origine avant l'origine de Frank Castle, et ça, c'est pour le coup de la très très bonne BD. Et en plus, c'est connexe avec Fury Max de Parlov aussi, de Yanis Parlov aussi. Et il faut quand même, savoir dans quoi vous mettez les pieds. L'offrez vraiment pas un adolescent, on va dire, si vous n'êtes pas sûr de son alignement idéologique, parce que c'est évidemment le Punisher qui est devenu un peu l'avatar, on le sait, de l'extrême droite américaine. Là, en l'occurrence, Garcenis ne fait rien pour donner tort à ça, quoi. C'est vraiment une justice expéditive. Non, parce qu'en plus, du coup, c'est personnel. Oui, tu veux une blague à faire ? Le fait qu'il donnait pas tort, parce que de toute façon, tort n'est pas dans le bouquin. C'est original, ça. J'ai jamais entendu. C'est vrai. Et l'autre, elle était bien aussi, ma blague sur le crop top, quand même. T'as pas rigolé, mais en vrai, c'est juste pour me faire chier.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Merci Corentin, t'es vraiment un pote, vraiment, ça soutient la famille, ça soutient la famille. Donc Punisher Soviet, c'était sorti cet été. On avait envie de vous faire un petit retour dessus. Donc c'est disponible chez Panini pour le prix de 18 €. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, que de toute façon, on vous rappelle que dans nos formats Back Issues réguliers, vous avez dans la description sur Ocha un lien pour vous commander n'importe quel album chez notre partenaire Comics Zone. Et si vous commandez chez nous, eh bien, ça nous aide, ça nous fait un petit coup de pouce également si vous prenez les liens donc, qui sont dans la description. Et on va terminer. Ça soutient un libraire. Ça soutient les libraires, ça soutient First Print, donc c'est le double effet qui se coule, comme on dit chez nous. Et donc, je disais, on va... Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? J'ai jamais compris non plus. C'est par rapport à une pub, en fait. Double effet pour les Kiss Cool, c'était c'est des bonbons. Ça, des bonbons rafraîchissants. Ouais. Et en fait, il y avait toujours l'effet... Les pubs étaient décalées sur le fait qu'il y avait toujours deux effets Kiss Cool. Et il y avait notamment cette pub débile avec un mec déguisé en lapin et un docteur qui disait lapin. Non, t'inventes. Lapin. Non, tu regardes la pub, les gens s'en souviennent très certainement quand ils nous écoutent. Tu cherches la pub lapin qui se coule et il y avait un truc avec, et ça faisait toujours, t'avais la voix off qui disait ça, c'est le double effet qui se coule. Et voilà. Et du coup, c'est fou comment c'est rentré dans le langage populaire. Mais cette connerie. Bah ouais, mais parce que ça, c'est des bons publicitaires qui. C'est comme tu sais la marmotte un peu d'alu, tu vois. Ouais, mais ça, sauf que celle-là est utilisée par les fans de Kaamelott, je crois. Donc voilà. Ah merde. trop gratuit. Désolé. En plus, moi j'aime bien Kaamelott. Bah moi non, mais voilà, mais c'est pas grave. Apparemment, c'est de droite d'aimer Kaamelott maintenant. Apparemment, c'est de droite d'aimer Kaamelott. Ouais, ça c'est pas grave. Twitter. Mais après, Twitter, c'est pas la vraie vie non plus. Hein. Toi-même, tu sais. Donc je disais, on va terminer du côté d'Urban Comics avec du DC, parce que voilà, si on a parlé un petit peu de Marvel, il fallait aussi parler un petit peu de DC. Et on parle de DC Confidentials, la collection d'Urban Comics qui permet. Je faisais mes vocalises en même temps parce que j'ai un concert juste après, donc voilà, je m'entraîne. Ah oui, à la cigale. Tout à fait. Enfin, tu sais, donc DC Confidential, une collection de Urban en fait qui est là pour mettre un petit peu en lumière des récits moins connus que les grands classiques on va dire, mais qui sont quand même des récits qui sont importants dans l'historique de DC. Et donc là, on s'intéresse à un récit qui s'appelle GSA, l'âge d'or de James Robinson et de Paul Smith. Corentin, que peux-tu nous dire là-dessus? C'est un peu The New Frontier avant l'heure, grosso modo. Oui, c'est même complètement The New Frontier avant l'heure. Sauf que New Frontier, ça sorti bien après. Tu sais, ce qui est amusant, c'est qu'on a fait récemment un podcast comics et politique avec William Blanc. Oui, c'est vrai que c'est amusant. Oui, c'est amusant. Hein. je me bide. J'en ris encore. Ouais. Mais et il nous disait que c'était intéressant parce que de son point de vue, en fait, on avait quelque part un peu attendu Watchmen pour commencer à parler de politique en comics, alors quelque part que les comics ont toujours été politiques. Bien sûr. Et ça, quelque part, justement, ça fait partie de ces travaux qui, un petit peu comme Watchmen ou comme effectivement New Frontier, reprennent l'histoire, la genèse en fait des super-héros, les premiers super-héros inventés par DC Comics et les autres éditeurs du marché, pour en fait y poser un spectre de réalité politique, c'est-à-dire comment les super-héros après la guerre ont été victimes du McCarthyisme. Alors il y a un propos méta évident qui est que pendant la guerre, la plupart des super-héros ont été un peu mis à l'effort de guerre, on va dire, sans forcément aller combattre en Allemagne, en Europe de l'Est, j'allais dire en Europe de l'Ouest plutôt. Parce que comme vous le savez, la BD de super-héros en général, c'est plutôt amusé à chasser un petit peu les espions nazis en fiction plutôt que d'aller porter assistance aux soldats pour des variables réalistes en fait, notamment c'est Clark qui veut faire son service militaire et qui est refusé parce qu'il voit à travers le mur, etc. Parce que simplement les comics pouvaient pas régler le problème de la guerre qui continuait à évoluer en parallèle, et effectivement si on envoyait Superman, il aurait réglé le conflit en 2 jours. Donc là on pose en fait l'idée qu'il y a un super-héros allemand, enfin un super méchant plutôt allemand, qui avait le pouvoir de bloquer les super-héros des autres, et c'est pourquoi après que l'un d'eux ait été tué, les super-héros finalement n'ont plus pu participer au conflit. Donc au retour de la guerre, il y a un seul justicier qui a été et qui en est revenu, qui est un héros qui n'avait pas de pouvoir, qui est du coup devenu hyper populaire et qui, en parallèle des années McCarthy, donc à ce moment où en fait les États-Unis vraiment vont se replier sur un agenda sécuritaire très violent, une paranoïa vis-à-vis des espions et de la menace communiste qui va englober énormément de choses, puisque ça va courir aussi sur les comités de censure qui vont... lisez le Snagglepuss de Mark Russell si vous pouvez, justement, ça aborde très bien
comment le macartisme n'était pas juste une sorte de paranoïa envers les communistes, mais en fait, un petit peu comme maintenant avec les trucs comme le cabinet contre le séparatisme, etc., envers tout ce qui était discours anti-national, anti-américain, et donc évidemment contester la religion, c'était anti-américain, contester la politique de droite, c'était anti-américain, militer pour les droits des gays et des noirs, c'était anti-américain, etc., etc. Donc là, grosso modo, on a cette espèce de super-héros qui revient, qui ressemble un petit peu au comédien d'ailleurs, qui va se faire élire, qui va essayer de se faire élire à la présidence. En parallèle de quoi on suit tous les héros de la Justice Society of America, donc les vrais héros de la Justice Society of America, les premiers, donc Alan Scott, pas Jay Garrick, mais c'est Johnny Quick, et le Starman de James Robinson, parce que c'est James Robinson qui a écrit et qui est l'un des mecs qui a révolutionné le Starman dans les années 90 et qui a notamment écrit donc, le fameux chef-d'œuvre Starman qui a un peu défini le personnage pour les années à venir. Donc on suit tous ces héros dans un contexte très politique, très social, très historique aussi, qui prend des références assez communes du début de la guerre froide en fait, pour que tout le monde comprenne bien. Donc voilà, ça fait partie en fait de ces récits qui intriguent un petit peu donc la vraie histoire des super-héros, l'histoire éditoriale des super-héros et la vraie histoire des États-Unis, dans un tout assez cohérent, assez bien foutu, assez digeste, qui satisfera justement tous ceux qui aiment bien ces espèces de leçons d'histoire de comics. Alors effectivement, comme vous avez vu, moi j'ai pas souhaité en faire la critique sur le site, parce que simplement, comment dire, quand c'est sorti, ça a gagné un prix aux Eisner Awards, et le dessinateur Paul Smith est considéré comme une légende vivante de l'industrie. Moi, il se trouve que le problème, c'est que j'ai lu The New Frontier de Darwin Cook, et j'ai vraiment du mal, en fait, je trouve que le bouquin ne tient pas le comparatif, quoi. C'est-à-dire que Darwin Cook, ce qu'a fait Darwin Cook avec New Frontier, c'est pareil, c'est-à-dire c'est poser l'histoire des premiers super-héros, mais en plus en intégrant Batman, Superman et Wonder Woman qui ne sont pas présents dans The Golden Age, Justice, JSA l'âge d'or, mais en posant plutôt justement une sorte de continuité jusqu'aux années Kennedy et la découverte de l'espace. Là en l'occurrence, le principal intérêt du volume, on va dire, en fonction du présent, d'ailleurs c'est amusant qu'il sorte maintenant à quelques semaines, en tout cas qu'il soit sorti quelques jours avant l'élection présidentielle américaine, attendu que ça pose un petit peu la question, qu'est-ce que vous feriez si un nazi était président des États-Unis ? En l'occurrence, je trouve ça très actuel comme question. Mais derrière ça, c'est quand même un volume qui, un petit peu comme le Tombeau de Dracula, mais pour d'autres raisons, a un peu vieilli en termes de rythme. C'est très feuilletonnant, c'est très Mad Men dans l'esprit, on va dire. C'est-à-dire qu'il se passe peu de choses, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de je vais voir machin pour voir comment il va, puis je vais voir bidule pour voir comment il va. À côté, on a l'histoire de super-héros traumatisés par la guerre qui s'enfuient à travers les États-Unis. Et on a le côté un petit peu la bombe, l'allégorie de la bombe nucléaire, qui devient en fait l'allégorie de la course au Superman. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis, plutôt que de développer une bombe nucléaire, vont développer un vrai Superman, donc qui sera pas Superman, qui sera Dan Dynamite. Ce qui rejoint un petit peu l'idée de la Superman théorie dans Doomsday. Ouais, il y a un petit peu de ça, effectivement. Donc là, grosso modo, ils vont créer un vrai surhomme qui a la puissance de Superman. Et évidemment, il y a une idée de théorie politique complotiste qui dit qu'en fait, qui sont les vrais ennemis de l'Amérique. Voilà. Donc c'est bien foutu, c'est bien documenté, c'est plutôt recherché pour tous ceux qui sont des vrais fans de la JSS, c'est effectivement passionnant parce que il y a vraiment tous les héros dans des postures très réalistes, très historiques, qui sont tous quasiment référencés à des vraies grandes figures de l'histoire des États-Unis. Par exemple, voilà Starman qui est vachement inspiré par Oppenheimer, qui est traumatisé une fois qu'il a inventé la bombe. Là quelque part Starman est traumatisé parce qu'il a travaillé avec Albert Einstein pour créer la bombe atomique. Évidemment, alors je me souviens plus de qui ça s'inspirait, je crois que c'était Howard Hughes ou Howard Hawks, je sais plus, le personnage de Alan Scott qui pareil dirige un journal un petit peu la Citizen Kane et tout. Enfin, il y a vraiment des références cinématographiques, historiques qui sont bien fichues. Maintenant, voilà, je vais être très franc, pour moi le dessin a beaucoup vieilli, c'est pas un style que j'aime du tout. La colo est pas dégueu, pour le coup c'est vrai que c'est bien imprimé par Urban en plus, mais à mon sens, en fait, si vous devez faire un choix, et encore une fois, c'est un choix qui est arbitraire, mais si vous n'avez pas lu New Frontier, lisez New Frontier d'abord. Et ensuite, creusez toutes ces autres BD qui parlent, en fait, de super-héros, d'histoire et de politique. Parce que c'est pas la seule, JSA l'âge d'or est juste l'une des très nombreuses séries qui parlent de ça. Quelque part, c'est aussi un petit peu, pas si évident que ça d'y rentrer si on connaît pas les super-héros de la JSA. Parce que c'est vraiment, il y a aucune concession. Ce ne sont que les héros de Terre 2, ce ne sont que les héros de l'âge d'or, et donc il y a pas Superman, il y a pas Batman, il y a pas Wonder Woman, il y a aucun des héros qui fait le lien entre les deux terres, à part Robotman de la Doom Patrol, mais là même là c'est un Robotman particulier, c'est un Robotman très métallo du géant de fer, quoi. C'est non pas métallo, bref peu importe. Mais voilà, donc
Moi, si tu veux, je le conseillerais comme une tierce lecture pour ceux qui veulent approfondir le sujet comics, politique et histoire, ou pour les vrais gros fans de la JSA. Pas forcément pour tout le monde, parce que, à mon sens, il y a mieux qui s'est fait depuis. Et quelque part, voilà, donc les Minutemen de Cook ou New Frontier, pour moi, c'est bien meilleur à ce niveau-là. Même si, encore une fois, voilà, c'est un truc qui était révolutionnaire. Dans les années 90, justement, c'était le Dark Age. On était quelques années après Watchmen. On pouvait enfin parler de politique en nommant des politiques, en fait, et en revenant à l'origine même des super-héros pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ce qu'avait fait Moore, et en même temps un petit peu ce qu'avait fait aussi Frank Miller avec Reagan dans DKR. Donc là, quelque part, c'est une sorte de corpus idéologique de différents auteurs qui, au fur et à mesure du temps, ont commencé à se réapproprier l'histoire, à regarder en arrière, à poser un regard rétrospectif moins naïf que les premières aventures de ces personnages-là. Mais voilà, moi, il y a des trucs comme le dessin que vraiment je trouve ont très mal vieilli. Et en termes de rythme, à mon sens, on peut mieux faire. Mais voilà, après, c'est connexe aussi. Il y a des gens qui aiment beaucoup Robinson, qui considèrent comme un géant de l'industrie. Là, quelque part, c'est un peu son premier grand chef-d'œuvre. Et qui anticipe Starman. Mais voilà, pour moi, si un jour Starman est arrivé, c'est pareil. Enfin, si Starman arrive en France, préférez Starman aussi, parce que là, pour le coup, c'est indéniablement un chef-d'œuvre. Ok, très bien, Corentin. Écoute, merci pour cet exposé complet. Donc voilà, donc The Golden Age de la GSA, c'est... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme c'est un DC Confidential, c'est bardé de bonus. Il y a un numéro de la GSA justement à la fin, qui fait un peu le lien avec le nazisme en fait, qui est évoqué dans l'histoire principale de Robinson. Parce que les éditions Confidential justement essaient un petit peu de vous faire découvrir des personnages moins connus ou des arcs moins connus, comme par exemple pour le Green Arrow Longbow Hunters, où il y avait 2 numéros bonus avec un Green Arrow d'Alan Moore et un Green Arrow de Alex Toth. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a aussi des préfaces explicatives, etc. Donc quand je dis que c'est pour aussi les gros fans, ça peut effectivement servir de tremplin si vous voulez découvrir la GSA, même si c'est pas forcément l'histoire qui va traiter les personnages de manière la plus fidèle. C'est vraiment des figures torturées, plus ombrageuses, etc., que le côté un peu candide qu'on imagine quand on pense à Jay Garrick et Alan Scott. Voilà. Ok, et donc c'est disponible chez Urban Comics au prix de 22,50 €, donc vous pouvez le retrouver chez votre libraire préféré. Donc on vous rappelle dans ces périodes un petit peu de confinement que le click and collect et la livraison sont des options. Vous pouvez même en fait passer juste des précommandes et les récupérer tout simplement quand les librairies seront de nouveau ouvertes ou quand on sera plus confiné, histoire en fait d'avancer un petit peu auprès des commerçants en fait la trésorerie dont eux ont besoin pour continuer de fonctionner. Et en attendant, on espère que ce numéro des Back Issues vous aura plu, qu'on vous a fourni quelques idées de lecture vers lesquelles se diriger, ou en tout cas voilà que ça nous on est toujours vraiment partisans de la curiosité, c'est-à-dire que voilà on vous dit pas qu'il faut tout lire, tout acheter, tout emprunter, que sais-je, mais voilà on espère que voilà on a parlé de Urban, de Panini, de Delcourt, de Glénat et de Comics Initiative. On essaye vraiment de faire à chaque fois de mettre un peu en avant tous les acteurs au possible du marché de l'édition en fonction des sorties. Donc on espère que ça vous a intéressé à minima, que ça vous a plu au mieux, et on vous invite donc à partager l'émission, à nous dire s'il y a des lectures qui vous tentent ou pas. Vous pourrez d'ailleurs le mettre dans la section commentaires sur le Tipeee, puisque je ferai une news pour ce podcast régulier, comme je vous l'ai déjà dit à propos des front pages. Et Corentin, écoute, on se donne rendez-vous très bientôt pour les prochains podcasts, quels qu'ils soient. Et on vous fait des bisous à tous. Partagez l'émission au possible et à très bientôt. Salut! Salut!